Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois pour un nouvel épisode de Astronomer at Home, un astronome à la maison chez vous. Aujourd'hui, nous recevons Julien Milly, bonjour. Bonjour. Et avant de discuter pendant l'heure qui vient avec toi, je voudrais d'abord dire un petit bonjour à ma comparse Camille. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde, rebonjour à ceux qui étaient déjà là lundi. On continue 3 jours par semaine à vous proposer ces lives. Et comme d'habitude, pour vos questions, vous pourrez les écrire dans le chat en mettant votre prénom si possible, votre âge si possible, afin que Julien puisse s'adresser personnellement à vous avec le langage qui vous est adapté. Sinon, vous avez bien sûr tout à fait le droit de rester anonyme. Et Julien se débrouillera, je pense, pour vous répondre. Essayez de poser des questions dans le thème que Julien va vous présenter dans quelques instants. Nous ne prendrons pas les questions sur ce dont on n'a pas prononcé le nom. Les habitués savent de quoi il s'agit. Et si vous avez des questions sur d'autres thèmes, gardez-les bien au chaud pour les prochains intervenants. Ok, et justement, on va commencer. Donc, je reviens vers toi, Julien. Tu vas rester donc avec nous pendant 1 heure pour répondre aux questions du chat qui est en train de se remplir doucement. Bonjour à tous. Julien, je vais te présenter. Du coup, tu es astronome et tu travailles donc à l'IPAG, à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Voilà, donc on reste du côté de Grenoble. Ta spécialité, toi, ce sont les disques de matière qui tournent autour des étoiles, à partir desquels se forment parfois des planètes, des exoplanètes. Donc c'est ton domaine, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. Je travaille à Grenoble depuis pas longtemps, en fait, depuis seulement le début d'année. Et j'ai travaillé avant à l'Observatoire européen austral. Donc tu as travaillé à l'Observatoire européen austral, c'est-à-dire, en d'autres mots, au VLT, dans l'un des plus grands télescopes du monde, c'est ça? Oui, alors l'Observatoire, en fait, possède 3 sites principaux. Le VLT, qui est sans doute le plus connu, c'est le Very Large Telescope. Et également l'Observatoire de la SIAC. Et fait partie aussi, l'ESO fait aussi partie du projet ALMA. Donc, c'est 3 grands observatoires qui sont situés au Chili. Dans le désert du Chili. Et donc tu me disais juste avant qu'on démarre ce live que tu y avais travaillé, vécu pendant 7 ans. Alors du coup, ça serait peut-être intéressant de savoir comment est-ce qu'on vit pendant 7 ans au milieu du désert le plus aride du monde. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Oui. Alors, on n'est pas tout à fait dans le désert pendant 7 années consécutives. Il faut savoir que, en général, les astronomes vivent dans la capitale, à Santiago, et puis on fonctionne par quart. En fait, on travaille d'1 à 2 semaines à l'observatoire, donc qui est vraiment perdu dans le désert. Comme tu le disais, on est à environ une vingtaine de kilomètres de la mer, et puis on est séparé aussi par la cordillère des Andes côté est, donc on a vraiment un milieu particulier qui est très très aride. Ah oui, voilà, tu peux montrer les images en fait. Donc c'est un des déserts qui est le plus sec au monde, si pas le plus sec au monde, parce qu'il y a très peu de précipitations. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'observatoire a installé un télescope ici. Isabelle Vauglin de l'Observatoire de Lyon, qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a quelque temps, nous disait qu'il y avait un désert qui était plus aride encore, c'était l'Antarctique, Ah oui, c'est vrai. où il pleut apparemment encore moins que dans le désert du Chili. Effectivement, en termes de vapeur d'eau, c'est encore meilleur, oui. En tout cas, pour des observations qui sont faites dans le domaine optique ou de l'infrarouge proche, comme c'est le cas avec les instruments qui sont installés au VLT, le Chili est en fait vraiment un site parfait, et c'est pour ça qu'il y a cet observatoire ici. Et donc moi, je faisais des allers-retours à peu près toutes les 2 à 3 semaines pour aller sur la montagne, travailler donc pendant une semaine, une dizaine de jours en général, et puis je revenais ensuite dans la capitale pour faire plus mes recherches. Alors voilà un petit peu les images de l'endroit. Alors c'est en fait un site très particulier parce qu'il n'y a pas un seul gros télescope, mais il y en a 4. Donc c'est
C'est un des seuls sites où il y a comme ça 4 télescopes de la taille de 8 mètres. Le miroir principal là, de ces instruments fait 8 mètres. Avec une particularité, en fait, c'est qu'ils peuvent fonctionner de manière indépendante. On a sur chaque télescope différents instruments qui peuvent fonctionner indépendamment. Et puis, on peut aussi recombiner leur lumière. Et là, c'est ce qu'on voit un petit peu sur ce dessin, où en fait, les lignes blanches ici sont ce qu'on appelle des lignes à retard, où on va recombiner la lumière de chacun des télescopes pour qu'ils puissent fonctionner comme un télescope unique qui aurait une meilleure résolution angulaire, donc on peut voir des détails encore plus fins. Ça, c'est une technique particulière qu'on appelle l'interférométrie. Et c'est assez unique donc sur ce site-là de pouvoir faire cela. D'accord. Et du coup, donc toi, tu as dû vivre au Chili, ça, tu vivais à la capitale et régulièrement tu allais sur ce télescope pour faire des shifts, donc des soirées, des nuits d'observation. C'est comme ça que ça s'est passé? C'est ça exactement. Alors j'ai été astronome, ce qu'on appelle astronome support, et puis plus particulièrement en charge des systèmes d'optique adaptative. Alors astronome support, ça veut dire quoi? En fait, contrairement à ce que souvent les gens pensent, les astronomes se déplacent pas en général sur les sites d'observation pour réaliser leurs observations. Ça se fait un petit peu, mais c'est pas de la majeure partie des cas. Dans la majorité du temps, en fait, ils demandent des observations et ça va être un astronome dédié qui vit sur place, qui va réaliser les observations pour l'astronome qui les demande. Et ces personnes-là sont donc appelées des astronomes support. Et donc moi, ça a été mon rôle pendant plusieurs années. Et donc, quand j'étais sur cette montagne-là, la nuit, on avait une liste d'observations qui ont été demandées et qui ont été sélectionnées en fait par un processus de sélection où on va juger et sélectionner les meilleures propositions de projets. Et ensuite, donc, mon rôle avait été d'exécuter ces observations selon les conditions du moment. Est-ce qu'il y avait beaucoup de turbulences? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce qu'il y a peu de vapeur d'eau? Donc, en fonction de tous ces critères, on va sélectionner les observations les plus adaptées et les exécuter. D'accord. Et alors du coup, quand tu es sur place, est-ce que tu y travailles 24 heures sur 24? Là, il y a pas l'air, enfin, on voit 4 télescopes. Est-ce qu'il y a des endroits pour vivre? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des salles de bain, des réfectoires? Parce que là, il y a l'air d'y avoir juste le sommet de la montagne et 4 télescopes. Donc, comment ça se passe? Oui, alors en fait, donc ça c'est juste la plateforme effectivement qui est le point le plus haut où ont été installés les télescopes et c'est pas du tout là qu'on dort. Il y a à côté de ça un endroit qui est d'ailleurs plutôt confortable qui s'appelle la résidence, qui est une sorte d'hôtel avec les chambres des astronomes et puis des salles de repos, des salles de travail où on peut tout à fait vivre. Et voilà, donc c'est donc cette image là où on voit la résidence ça c'est la nuit, donc il y a les lumières des chambres qui sont illuminées sous la Voie lactée. Alors le ciel est très très noir dans le désert, donc on voit très très bien la Voie lactée. Et en plus, comme c'est dans l'hémisphère sud, on a accès au centre de la Voie lactée, qui est une région, la bande sombre là qu'on voit au centre, qui est magnifique. Donc, quand on sort la nuit, on a vraiment un spectacle magnifique. J'imagine que ça n'a pas grand-chose à voir avec n'importe quel spectacle du ciel qu'on peut voir en France métropolitaine, hein, puisque la pollution lumineuse, on n'en a pas beaucoup parlé dans ces lives, mais maintenant il n'y a plus un seul endroit, si je ne m'abuse, en France métropolitaine où il n'y ait pas au moins un peu de pollution lumineuse. Oui, c'est très difficile en France de trouver des endroits très très sombres. Il y a certaines zones au centre ou en Corse qui sont encore un peu épargnées, mais c'est vrai que ça a quand même rien à voir avec ce qu'on peut avoir au Chili, par exemple. Et là, c'est vrai que quand on sort et qu'on a qu'il n'y a pas de lune et que on a la Voie lactée qui est là, c'est un spectacle qui est vraiment magnifique. Une fois que nos yeux sont d'ailleurs habitués à l'obscurité, on peut marcher juste à la lumière de la Voie lactée. C'est un phénomène assez impressionnant. D'accord. Alors, en pratique, on travaille quand même pas mal aussi de nuit. Donc, quand on est astronome support, on n'a pas forcément l'occasion non plus d'en profiter tous les soirs non plus. On travaille
Donc je mentionnais le travail de nuit. Il faut savoir que parfois on peut aussi travailler de jour. On a l'observatoire, lui, il fonctionne vraiment 24 heures sur 24, c'est-à-dire que la nuit, on réalise des observations, bien sûr, et puis le jour, on va préparer les instruments pour la nuit suivante. Donc on s'assure que toutes les calibrations qui sont nécessaires pour les instruments ont été faites et on valide les observations de la nuit passée. Donc on perd vraiment pas un moment. Il y a des systèmes qui sont vraiment très complexes et au niveau technologique qui sont vraiment intéressants. Moi, j'étais en charge plus particulièrement des systèmes d'optique adaptative qui sont des systèmes qui permettent de corriger la turbulence atmosphérique, donc avec des petits miroirs déformables. Et ça, c'est vrai qu'on est du coup au contact, pas seulement d'astronomes, mais aussi on travaille main dans la main avec des ingénieurs, des techniciens qui vont s'assurer de faire de la maintenance de ces systèmes pour s'assurer qu'ils délivrent les meilleures performances pendant la nuit. D'accord. Donc du coup, toi, tu t'assurais que la nuit, en tout cas, que les travaux des autres, enfin que les observations des autres puissent être faites. Est-ce que toi, tu as mené aussi des observations pour toi? Oui, alors j'ai aussi fait des observations. Par contre, c'est pas forcément moi qui les ai réalisées. C'est ça qui est un peu le comble. Elles étaient C'est fou. dans une. Oui, j'avais des observations qui ont été sélectionnées pour être observées. Et puis, si jamais il se trouvait que ce soir-là, c'était moi qui étais l'astronome de nuit, bon, bah, je l'ai réalisé volontiers. Mais c'était pas toujours le cas. Donc, c'est marrant. Parfois, c'était des collègues qui les ont réalisées. D'accord. Et donc du coup, tes observations, du coup, pour en arriver au sujet d'aujourd'hui, donc toi, tu travailles sur sur les disques stellaires et tu me disais tout à l'heure sur les débris des disques stellaires. Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires de débris? Est-ce qu'il y en a pas loin? Est-ce qu'il y en a que autour d'étoiles très très lointaines? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pas très Oui, gentil de les appeler effectivement. des Alors, débris quand même. Hein. Ah bah alors c'est Julien m'a dit on appelle ça des débris, donc moi je reprends les C'est pas termes de Julien. gentil, hein, parce que ils sont vieux, certes, mais quand même. ici, on appelle bien ça des disques de débris. Donc, et on en a pas loin en fait. Hein, on en a donc rien que dans notre système solaire, par exemple, on peut considérer que le système solaire aussi, il a un disque de débris. On a en fait différentes ceintures avec des corps rocheux. On a par exemple la ceinture qui est la plus lointaine de nous, c'est ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. D'ailleurs, je crois que je peux montrer Oui, une image de ça la y est, ceinture de je te l'ai mise. Kuiper. Ouais. Donc on a au-delà de l'orbite de Neptune et de Pluton, on a pas mal de corps qui sont en orbite, pas mal de comètes notamment, donc de corps rocheux de la taille de quelques kilomètres qui sont en orbite autour du Soleil. Et parfois il y a des collisions. Quand il y a des collisions, donc on a des particules plus petites, des corps plus petits qui se créent. Et on a donc aussi pas mal de particules de poussière. Et ce type de disque, ben, en fait, on s'est rendu compte que c'est très très commun. Il y a beaucoup d'étoiles dans notre Voie lactée qui possèdent également un disque comme notre ceinture de Kuiper. Et donc, on a été capable, tout d'abord au début, on a été capable de les détecter sans faire d'image. On arrivait simplement à voir que l'étoile, en fait, émettait beaucoup trop de rayonnement dans l'infrarouge par rapport à ce qu'on sait du rayonnement attendu de l'étoile. On appelait ça d'ailleurs l'excès infrarouge. C'est ce qui a permis c'est en fait les premiers satellites infrarouges. Il y en avait un qui s'appelait IRAS qui a permis de détecter ce phénomène. Mais on ne savait pas trop ce que c'était. Puis on s'est dit, c'est qu'il y a sans doute de la matière relativement froide qui orbite autour de ces étoiles. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on a réussi à faire des images de plus en plus précises, à atteindre une meilleure résolution angulaire, donc voir plus de détails, et à atteindre surtout un meilleur contraste, parce que le problème c'est qu'une étoile c'est très très brillant, donc ça a tendance à masquer tout ce qu'il y a autour d'elle. Quand on a réussi à développer des techniques un peu plus performantes, on a pu en fait réussir à détecter vraiment ces disques. Et donc on a fait des images de ces fameuses ceintures de Kuiper, mais autour d'autres étoiles. Et c'est donc ça qu'on appelle des disques de débris, parce que ça contient des petits corps rocheux, donc des débris,
qui sont en orbite autour de l'étoile et qui rentrent en collision de temps en temps. Ces collisions génèrent des particules de poussière de plus en plus petites. Et nous, ce qu'on voit essentiellement quand on observe en lumière visible ou en lumière infrarouge, par exemple, comme ces images-là que tu montres à l'écran, et ben, ce qu'on voit, c'est surtout les particules de poussière les plus petites, les particules de l'ordre de 1 micron, 2 microns. Et là, donc, c'est ce qu'on voit. On voit que ces particules, elles se distribuent sous forme d'anneaux, le plus souvent. Donc, comme c'est le cas en fait dans notre système solaire. Hein, dans notre système solaire, il y a Neptune qui délimite vraiment le bord interne de la ceinture de Kuiper. Au-delà de l'orbite de Neptune commence cette ceinture. D'accord. Et elle s'étend sur plusieurs dizaines d'unités astronomiques. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à se poser dans le chat. Camille, je te laisse nous les remonter. Oui, on a Fauvet69 qui te demande quel est le rôle de ces disques de débris. Alors, j'imagine pourquoi ils sont là. C'est ça la question, tout simplement. Je crois que est-ce que ces débris représentent un danger? Parce que cette question a été posée quand on voyait le système solaire. Donc, quel est le rôle de ces débris et est-ce qu'ils représentent un danger pour nous dans le système solaire? Je pense que cette personne fait la relation avec les débris qui est autour de la Terre. Peut-être tu peux préciser la différence entre les deux. Oui. Alors, donc dans le cas du système solaire, donc dans la ceinture de Kuiper dont je parlais, l'essentiel de ces corps, en fait, ils sont des orbites relativement loin du Soleil et loin de la Terre. En tout cas, ils ne croisent pas l'orbite de la Terre, donc ils ne sont pas dangereux. À la différence des objets géocroiseurs qui, eux, sont en termes de nature, c'est à peu près la même chose, hein, c'est des cailloux. Mais eux croisent l'orbite de la Terre et donc là, la probabilité de les rencontrer un jour est pas négligeable. Est-ce que tu peux nous dire les orbites, là, c'est les orbites de quoi? L'orbite jaune, l'orbite rouge, histoire qu'on se remette un peu à l'échelle? Oui, alors les orbites blanches, on doit avoir la plus proche de l'étoile, ça doit être Jupiter. Saturne, ensuite on a Uranus et Neptune. Et puis l'orbite jaune, c'est l'orbite de Pluton, qui est un petit peu inclinée. Donc on est vraiment au fin fond du système solaire. On est au fin fond du système solaire, là, oui. Neptune, elle est à une trentaine d'unités astronomiques, donc 30 fois la distance Terre-Soleil. Et quand on en détecte autour de d'autres étoiles, c'est typiquement des ceintures qui sont aussi à une vingtaine, une trentaine, voire jusqu'à une centaine d'unités astronomiques. Donc c'est des ceintures qui sont relativement éloignées de leur étoile. D'accord. C'est pas forcément dangereux, donc pour revenir à cette question. D'accord. Alors, ça a été dangereux pour certains ancêtres reptiliens il y a très longtemps. Et justement, on a Christine qui te demande si des perturbations gravitationnelles entre les orbites de ces objets peuvent modifier leur trajectoire. Oui, tout à fait. On peut avoir donc on a des collisions, on sait qu'on a des collisions parce que si on a des particules, si on observe des petites particules de poussière, c'est qu'elles ont été générées par les collisions entre des corps plus gros. Donc ça, on sait qu'on en a et ça peut modifier leurs orbites. Donc on sait qu'on a des collisions et notamment on a certains systèmes en fait où on voit tellement de poussière et on sait que c'est des systèmes qui sont relativement âgés, qui ont par exemple plusieurs milliards d'années. Il y a un système que j'ai en tête là qui a à peu près l'âge du Soleil, donc 4,6 milliards d'années. Et en fait, on voit énormément de poussière. On est à 1000 fois plus en termes de quantité de poussière de ce qu'on a dans la ceinture de Kuiper autour de notre Soleil. Et en fait, donc, la seule façon d'expliquer une telle concentration de poussière, c'est qu'il y a eu très récemment, enfin quand je dis très récemment, c'est toujours à l'ordre de grandeur astronomique, hein, donc c'est il y a quelques milliers voire millions d'années, une collision très massive qui a généré autant de poussière. Donc ça existe et on détecte ça autour de certains systèmes. Alors justement, s'il y a des poussières qui semblent dans tous les systèmes, est-ce qu'il y en a dans notre système solaire et est-ce qu'on peut l'observer depuis la Terre? Et je t'ajoute la question de Giffereux qui te demande si on est capable de distinguer des débris qui sont là depuis le début de débris qui sont issus de collisions. Est-ce qu'il y a une distinction qu'on peut faire au-delà de la distinction, on va dire, archéologique que tu viens de nous faire sur les grandes échelles? Est-ce que si demain je trouve une poussière interplanétaire devant moi, est-ce que en l'analysant je peux savoir si elle vient d'une collision ou si elle vient là depuis le début? Alors ça c'est assez difficile.
Si on est capable de remonter à son orbite, dans ce cas-là, on peut regarder son excentricité. Et on sait que si une particule a une orbite plutôt excentrique, on aura plutôt tendance à penser qu'elle a été générée lors d'une collision peut-être suffisamment énergétique, avec donc des vitesses en jeu qui étaient plutôt grandes, qui ont mis la particule sur une orbite cis-elliptique. Et donc, ça, c'est une interprétation possible. Maintenant, en pratique, on n'est pas capable de retracer la position d'une particule seule. Hein. Ce qu'on voit, c'est vraiment un ensemble de particules, et quand on observe la lumière diffusée par ces particules, on observe en fait l'ensemble de ces particules de poussière. On n'est pas capable d'isoler une particule individuelle. Et il y avait une deuxième partie dans sa question, c'était la composition des particules. Est-ce qu'elle est différente quand c'est issu de collision, ou est-ce qu'elle est différente quand c'est les particules originelles du disque d'accrétion originel? Non, en fait, c'est la même. La composition, en fait, c'est la même composition que les corps rocheux dont les particules sont issues. Et donc, ces corps-là, c'est des corps qui sont composés essentiellement de silice et de matière carbonée et de glace, comme ce qu'on a dans les corps de notre ceinture de Kuiper. Hein. Comme c'est des objets qui sont très loin du système solaire, en général, ils sont très froids. Donc, on a de la glace de monoxyde de carbone, par exemple, peut-être de la glace d'eau également, qui recouvre la surface d'un corps qui serait composé de matière carbonée et de matière de silice. Donc, c'est essentiellement les trois ingrédients qu'on utilise pour modéliser ces corps et pour expliquer ce qu'on voit. Et ça colle plutôt bien aux observations. En termes de composition, donc, oui. Non, je te laisse terminer, puis après je reviendrai sur ma question tout à l'heure. Non, je disais en termes de composition, donc on pense qu'on arrive plutôt bien à cerner de quoi ils sont composés. Par contre, là où on a plus de mal à expliquer les observations, c'est en termes de forme. Pour l'instant, on essaye souvent de modéliser ces particules de poussière par des particules sphériques, parce que c'est plus facile. On a des théories qui permettent facilement d'expliquer comment la lumière est diffusée par des particules sphériques. Et en fait, on se rend compte que ça colle pas très bien à ce qu'on observe, et on a sans doute des particules beaucoup plus avec des formes beaucoup plus complexes, notamment des agrégats, des choses comme ça, qui ont donc qui diffusent la lumière de manière différente de particules sphériques. Et peut-être que tu pourrais remettre, Pierre, l'image là des deux disques de débris que tu avais montré au début. Tout à fait. Pour illustrer ce point-là. Hop, les voici. Donc en fait, sur ces deux disques-là, faut s'imaginer qu'ils sont donc pas l'image. Voilà. Donc faut s'imaginer que c'est un disque, donc, ou un anneau qui est circulaire et qui est ici vu elliptique simplement par un effet d'inclinaison. En fait, hein, on voit le système sous un certain angle, et donc l'anneau nous apparaît elliptique, mais en fait, ce sont des anneaux qui sont plus ou moins circulaires, hein, en première approche. Et on voit qu'on a des régions qui sont plus brillantes. Par exemple, sur le disque de gauche, on voit que la partie à droite est beaucoup plus brillante. Et puis sur le disque de droite, on voit que là, c'est la partie en haut qui est un peu plus brillante. Et en fait, ça, c'est dû au fait que les particules de lumière, elles diffusent plus de lumière vers l'avant que vers l'arrière. Et ça, c'est ce qui se passe typiquement quand on illumine une particule qui est à peu près de la taille de la longueur d'onde, ou qui est légèrement plus grande que la longueur d'onde. En pratique, on a une diffusion qui n'est pas uniforme, c'est-à-dire que la particule ne va pas rediffuser la lumière uniformément dans toutes les directions. Elle va diffuser plus de lumière vers l'avant qu'elle n'en diffusera vers l'arrière. Et donc ça, c'est ce qu'on observe ici. Et ça donne comme ça une asymétrie en termes de brillance. Et donc en analysant un petit peu ces asymétries de brillance, on va être capable de dire « Ah tiens, on a des particules qui ont plus ou moins telle taille, qui sont sphériques ou qui le sont pas. » Et ça, c'est donc le travaux que j'essaye de faire. J'essaie d'analyser, de remonter aux propriétés, à la forme notamment de ces particules, grâce aux images qu'on en fait. D'accord.
Juste pour revenir à ma première question, est-ce que dans notre système solaire, on voit ces particules de poussière? Est-ce que depuis la Terre, on peut l'observer dans le ciel, cette quantité de poussière qui diffuse de la lumière? Alors dans notre système solaire, en fait, une des particularités, c'est qu'on a relativement peu de poussière. Et, euh, et celles qui sont dans la ceinture de Kuiper, elles sont en fait très très loin de la Terre. Et même si on a des télescopes de 8 mètres, voire même un peu plus maintenant, ça diffuse pas suffisamment pour arriver à les détecter. Et même avec des télescopes spatiaux, on n'arrive pas à les détecter. Alors on a des sondes qui vont pouvoir aller mesurer un petit peu les concentrations, mais c'est très difficile à détecter sur des images. Par contre, voilà, et là tu montres la photo de la lumière zodiacale. On peut voir certaines poussières de notre système solaire, et c'est le cas notamment avec ce qu'on appelle la lumière zodiacale. Donc ça, la lumière zodiacale, donc c'est une lumière très très ténue, donc il faut aller sur des sites vraiment très sombres, sans lune, pour arriver à l'observer. Et souvent, c'est plus facile d'ailleurs de faire des images, de faire des photos où on détecte la lumière zodiacale, comme par exemple ici. Et cette lumière zodiacale, en fait, ce sont des petites particules de poussière qui sont aux alentours de l'orbite terrestre, qui vont diffuser la lumière du Soleil. Donc, elles sont alignées à peu près le long de l'écliptique. Donc là, la ligne qui est quasiment verticale, là, on voit que c'est légèrement plus brillant. C'est la ligne de l'écliptique. C'est le long de cette direction que le Soleil vient de se coucher. Là, cette photo a été prise environ 2 heures après le coucher du Soleil. Et donc, on a ces particules qui sont sur l'orbite, à peu près aux alentours de l'orbite terrestre, qui vont diffuser la lumière du Soleil vers l'observateur et qui font apparaître donc cette ligne blanche. Donc ça, c'est typiquement un exemple de poussière du système solaire qu'on arrive à détecter depuis la Terre. Mais du Mais coup, bon, c'est très, 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 très ténu. mais du coup qu'on voit pas comme la forme d'un disque, vu qu'on est dans le disque cette fois-ci. Cette fois-ci, voilà, on est à l'intérieur, donc c'est un peu plus difficile de s'imaginer. Et il faut utiliser, il faut inverser, il faut utiliser des satellites, ou voire après il faut inverser les données pour arriver à reconstruire exactement quelle est la localisation spatiale de ces particules de poussière. On arrive à le faire, mais ça demande de l'interprétation. C'est pas directement observable comme si on voyait un autre système. D'accord. Camille, dis-nous tout. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, bien sûr. Comme tu t'imagines sûrement, les gens ont pu lire des choses et d'autres sur la formation des planètes, sur les systèmes planétaires, sur les disques, etc. Et donc, ils ont besoin que tu fasses quelques rappels de notions sur les différentes choses pour qu'ils puissent bien faire le tri comme il faut. Et donc, j'ai une question de Fauvette et une question de Christine à ce propos. Fauvette qui te demande quel est le lien, le rapport entre les astéroïdes et les disques de débris. Et Christine qui te demande si c'est bien vrai que dans le nuage de Oort, il y a des milliards de comètes. Oui. Alors, donc les astéroïdes, dans notre système solaire, les astéroïdes, c'est essentiellement donc des corps qui sont situés entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Et c'est des corps rocheux qui ont à peu près la composition dont je parlais avant, de la silice, du carbone. Dans nos disques de débris, nous, on a à peu près la même chose. On a des corps qu'on pourrait appeler des astéroïdes ou des comètes. On ne sait pas exactement faire la différence. La différence entre comètes et astéroïdes, c'est que les comètes, elles vont avoir une certaine activité, un niveau d'activité. Quand elles se rapprochent du Soleil, elles vont commencer à relâcher des particules de poussière, des particules de gaz également. Et elles vont faire donc, elles vont avoir cette activité quand elles sont très proches du Soleil, puis quand elles s'éloignent de nouveau, cette activité va s'arrêter. Alors nous, on n'est pas capable sur des systèmes autour d'autres étoiles de dire si c'est plutôt des astéroïdes ou plutôt des comètes. Mais en tout cas, on sait qu'on a c'est des corps qui sont très très similaires à ces comètes ou ces astéroïdes dans notre système solaire. Et puis pour revenir à l'autre question, oui, tout à fait. On a donc dans notre système solaire, on a vu qu'on avait la lumière zodiacale, donc les particules de poussière autour de l'orbite terrestre. On a cette ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter. On a la ceinture de Kuiper qui est au-delà de l'orbite de Neptune. Et puis on a aussi le nuage de Oort qui lui est encore bien plus loin et qui est un nuage donc lui qui a plutôt une forme sphérique
Donc c'est plus du tout sous la forme d'un disque. Et c'est de là qu'on a des comètes à très longue période, donc qui reviennent une fois tous les 1000, 10 000 ans, et qui ont des orbites très très elliptiques, qui restent l'essentiel du temps dans le nuage de Oort, et qui passent de temps en temps sur des orbites plus proches des planètes du système solaire. Alors peut-être que pour préciser encore un peu plus ces notions, tu pourrais peut-être donner la taille typique des débris que tu étudies et la taille typique qu'on trouve dans les astéroïdes ou les comètes pour que les gens se fassent bien une idée de ce que tu fais toi par rapport à ce qu'ils ont déjà entendu sur le système solaire. Oui. Alors mes travaux en fait ça porte vraiment plus particulièrement sur les petites particules, les particules de poussière qui sont générées par les collisions de corps plus gros. Alors en général, je donne pas trop d'informations sur la taille de ces corps plus gros parce que le problème c'est qu'on n'est pas capable de les détecter, ces corps plus gros. La seule chose qu'on est capable de voir en faisant des images, c'est vraiment les petites particules de poussière. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui vont diffuser beaucoup plus la lumière. Donc si on fait une image d'une étoile avec toutes les techniques nécessaires pour atteindre le contraste, avoir la résolution angulaire qu'il faut pour détecter un disque de débris, ce qu'on va voir, c'est les petites particules de poussière qui sont générées par les collisions entre des corps plus gros, mais on n'est pas capable de voir les corps plus gros. Donc on va faire des hypothèses, on a des modèles mathématiques qui nous disent si on a des petites particules de poussière, c'est qu'il y a des corps plus gros qui en sont à l'origine. Et on pense qu'on a ce qu'on appelle une cascade collisionnelle, c'est-à-dire qu'on a des très gros corps. On pense que les plus gros corps, ils ont environ à peu près 1000 km ou une centaine de kilomètres de diamètre. Donc ça, c'est vraiment les plus gros corps et il y en a très très peu. Ils vont rentrer en collision, générer des particules, des corps de plus en plus petits jusqu'à atteindre la taille du mètre, la taille du millimètre. Alors au niveau, quand on a des particules de poussière qui ont de l'ordre de 1 mm, là on n'est pas capable de faire des images et de les détecter, notamment avec l'instrument ALMA, dont certains ont peut-être entendu parler. Donc ALMA, c'est un radiotélescope qui va faire des images dans des longueurs d'onde plutôt millimétriques, de l'ordre du millimètre, voire un peu moins que le millimètre. Et donc là, on va être sensible à des particules qui font de l'ordre du millimètre également. En général, on est sensible donc à des particules qui font de l'ordre de la longueur d'onde. Et puis, en travaillant dans le domaine optique ou dans le domaine de l'infrarouge proche, quelques microns, comme c'est ce que je fais moi, essentiellement avec le VLT et un instrument qui s'appelle Sphère. Là, on va être sensible à des particules de l'ordre du micron, là aussi, voire un peu plus petites. Et donc c'est à partir de ces observations qu'on est capable d'en déduire qu'il y a des corps plus gros, mais en fait on ne les voit pas. C'est un peu le paradoxe. C'est assez paradoxal. Les plus gros corps, tu ne les vois pas, et il faut attendre que ça soit micrométrique pour que là, par contre, tu aies un signal très clair. C'est vrai que c'est paradoxal. Oui. En fait, on a très peu de gros corps, et puis on a par contre énormément de petites particules. Donc même si individuellement chaque particule a une taille qui est très petite. On parle en général de section efficace, c'est-à-dire de taille, c'est la taille typique qui va diffuser la lumière. Si on fait la somme sur toutes les particules, on a une section efficace qui est importante. Et c'est pour ça qu'on est capable de mieux, d'être plus sensible là aussi à ces petites particules. D'accord. C'est impressionnant qu'on puisse mieux voir l'effet global des petites particules que des gros machins qui se trimballent par-ci par-là. C'est vrai que peut-être que dans la tête des gens, c'est un petit peu contre-intuitif, mais effectivement, si vous cherchez un géant dans une ville, bah, ce sera plus difficile à trouver que voir une foule de 10 000 personnes agglutinées. Pour plein de raisons. J'ai des questions un petit peu différentes, si tu veux. Oui, vas-y. Oui, non. Par contre, ce que je voulais juste dire, c'est que donc, on voit pas les gros corps, mais par contre, on voit les traces de leur présence. Parce que ces petites particules, elles vont en fait être sensibles à l'attraction gravitationnelle des corps plus gros, par exemple des planètes dans le système. S'il y a des planètes, elles vont avoir tendance à être attirées par ces planètes. Et il y a pas mal de mécanismes de résonance, par exemple. Peut-être que certains d'entre vous savent que
Si on regarde on parlait justement des astéroïdes. En fait, les astéroïdes, donc, ils se répartissent entre Mars et Jupiter, mais il y a certaines orbites qui sont complètement vides d'astéroïdes. On appelle ça des lacunes. Et bien, ces orbites sont vides parce que, en fait, ce sont des zones où il y a des résonances avec la planète Jupiter. Donc, c'est par l'interaction gravitationnelle de Jupiter que ces orbites ne sont pas stables et donc on n'aura pas de corps à l'intérieur. Et ben, ce genre d'effet, donc ça se passe aussi dans les disques de débris. Et en étudiant de manière très fine la distribution de ces particules de poussière, on va pouvoir détecter ou dire si il devrait y avoir une planète à tel endroit qui influence ces particules, parce que sinon on n'est pas capable d'expliquer par exemple des asymétries ou des anneaux. Et donc ça, c'est aussi un travail tout récent qui a été permis avec le développement de nouveaux instruments. Et là, par exemple, dans ces disques-là, qui sont un peu différents, c'est des disques protoplanétaires, j'expliquerai également ce que c'est. On voit exactement ces influences possibles de planètes. On voit par exemple autour du système en bas à droite qui s'appelle TW Hydra, il y a des anneaux. Et là, on pense que on a donc l'équivalent de ces lacunes dont je parlais avant. On a des régions où il y a très peu de matière, qui sont les régions plus sombres. Et on pense que donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de matière à cet endroit-là? C'est parce qu'il y a une planète qui soit est déjà formée, soit est en cours de formation. Et elle a donc accrété la matière, la poussière sur son orbite, et elle a creusé un sillon dans le disque. Et donc là, on voit directement un indice de la présence d'une planète, même si on n'est pas capable de voir la planète. Donc c'est exactement le même paradoxe qu'avant. On ne voit pas les gros objets, mais par contre, on est capable de voir les indices de ces gros objets sur les petites particules de poussière. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions, effectivement, qui se posent encore. Camille, tu dois être servie. En effet, j'ai pas mal de questions. Par quoi je vais commencer? J'avais fait une petite liste tout à l'heure. J'avais décidé de commencer par Don Bichon qui te demande est-ce qu'on peut comparer les compositions des disques que tu étudies ailleurs avec celui du système solaire? Est-ce que tu utilises peut-être de la spectroscopie pour ça? Est-ce qu'on peut en savoir quelque chose tout simplement? Et si on a une information là-dessus, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur notre système solaire, sur les autres systèmes, etc. Alors, je suis désolé, mais c'est mon rôle aussi de jouer le maître du temps. Je voudrais juste rappeler qu'il nous reste 20 minutes. Du coup, si on veut arriver peut-être à répondre à toutes les questions, on va essayer de faire des réponses assez courtes pour que tout le monde puisse arriver à poser sa question. Si tu veux bien. Alors, oui, pas de souci. Ouais. Donc effectivement, on fait de la spectroscopie, là, comme le suggérait l'auditeur. Donc on va analyser les différentes longueurs d'onde qui nous parviennent de ces disques, et on est capable de déterminer la couleur, en gros, si on veut, de cette poussière. Et c'est quelque chose qui est fait également dans le système solaire sur les astéroïdes. On remarque en général que c'est des corps qui sont assez rouges. Et ben c'est aussi ce qu'on observe sur certains des disques. Et ça dépend en fait énormément de la taille des particules de poussière qu'on observe. Quand on a des particules relativement grosses, on observe des corps qui sont relativement rouges. Et donc, on peut comparer ce qui se passe dans les disques de débris et ce qui se passe dans les astéroïdes. On n'est pas encore capable de faire des comparaisons très très fines, hein, mais en tout cas, en termes de composition, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on trouve dans notre système solaire. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire qu'on a autour d'autres étoiles qu'on n'aurait pas dans notre système solaire. Et en termes de masse des disques de débris que tu trouves, on sait que dans le système solaire, on a perdu une grande partie de la masse à cause de la migration des planètes géantes quand elles se sont formées. Elles se sont déplacées dans le système solaire et ça a éjecté pas mal de matière. Est-ce qu'on observe ce genre de phénomène aussi dans les disques que tu étudies? Est-ce que tu vois des disques comme ça qui ont perdu de la matière? Est-ce qu'ils sont plus lourds, moins lourds que le système solaire? Oui, alors ça c'est aussi une très bonne question parce que effectivement le disque de débris de notre système solaire, donc notre ceinture de Kuiper, il est très peu massif. Maintenant, nous on n'est pas encore capable de détecter des disques qui auraient une masse similaire à celle du disque, à celle de la ceinture de Kuiper de notre système solaire. Simplement, on est capable uniquement de détecter des disques qui seraient environ 1000 fois plus massifs au mieux. Donc on est encore assez loin de pouvoir détecter des analogues exacts à notre système solaire. Et tout simplement parce que c'est très dur. Il faut voir qu'on a une étoile qui est environ 1 million de fois plus brillante que son disque.
Et donc, il faut utiliser des techniques pour masquer l'étoile, on appelle ça de la coronographie, pour arriver à masquer donc la brillance de l'étoile et révéler uniquement l'environnement proche de l'étoile. Ça, c'est très très dur. Et donc, on est encore à environ un facteur 100 à 1000. Il nous manque une sensibilité d'un facteur 100 à 1000 pour détecter quelque chose comme notre ceinture de Kuiper. Donc, c'est difficile encore de répondre à cette question. Sur l'image qui est ici, par exemple sur l'image de droite, la petite étoile qui est dessinée avec une pinte à mèche, là, la petite étoile à 5 branches toute blanche, c'est l'endroit où se trouve normalement l'étoile, mais qui a été masqué par le disque pour que la très faible luminosité qui a été masquée par le disque noir artificiel, pour que la très faible luminosité du disque du poussière apparaisse, hein, c'est ça, en contraste. Si l'étoile on la voyait, on verrait pas du tout le disque. Exactement, sur des images brutes, on a l'étoile au centre qui a une luminosité bien plus supérieure à celle du disque. Donc, il y a énormément de post-traitement qui doit être réalisé sur des images pour arriver à faire une image comme celle qu'on voit là. Parce qu'il faut s'imaginer que le disque, là, il est environ 1000 fois plus faible que le halo de l'étoile. Et donc, il faut utiliser plein d'astuces pour arriver à faire ressortir ce disque. Donc, c'est très, très difficile. Et même avec ça, on est capable d'imager seulement les disques les plus brillants. Donc, ces deux-là, par exemple, c'est deux exemples typiques de disques très, très brillants. Hein. On a des choses qui sont environ un facteur 100 000 fois plus brillant que la ceinture de Kuiper dans notre système solaire. D'accord. Il est plus facile de détecter un éléphant qu'une petite souris. Exactement. On a Lionel qui te pose une salve de questions sur ces disques, en fait, sur ce qu'on apprend de ces disques et comment on apprend. Je vais te les poser. On va essayer de faire des réponses brèves, du coup, parce qu'il y a 4 petites questions. Est-ce qu'il y a eu des améliorations techniques ces dernières années qui permettent d'observer ces disques? Peut-être tu peux nous parler justement de ce fameux disque noir dont parlait Pierre. Oui, alors là, il y a eu énormément de développement en fait. Il faut savoir qu'on connaît maintenant environ une cinquantaine de disques et la moitié a été découvert dans les 4-5 dernières années. Donc il y a eu 2 raisons essentielles à cela. Donc d'une part, c'est les développements technologiques. Je parlais d'un instrument avant qui s'appelle Sphère, donc qui est installé au VLT. D'ailleurs, pendant que je explique ça, tu peux peut-être mettre, Pierre, l'image de l'instrument Sphère. Donc ça, c'est un instrument qu'on appelle d'optique adaptative extrême. Pourquoi extrême? Donc parce qu'il est capable de vraiment corriger la turbulence de l'atmosphère qui a tendance à rendre les images moins nettes pour retrouver toute la puissance de résolution d'un télescope de 8 mètres. Donc voilà, l'instrument Sphère, c'est le piano qu'on voit en bas à droite de l'image, là, le gros piano noir. Donc on a un miroir déformable qui est capable de bouger environ toutes les millisecondes, qui va changer sa forme en fonction des perturbations qui affectent l'atmosphère au-dessus du télescope. Donc ça, c'est une première chose. On a aussi des coronographes. Donc ça, c'est ce que je parlais avant. Un coronographe, c'est une petite pastille noire qui permet de masquer l'étoile pour ne pas être ébloui par sa brillance et pour pouvoir détecter des objets qui ont un contraste important juste à côté. Donc la description ici paraît simple, mais en fait, il y a énormément de difficultés techniques pour arriver à faire des coronographes qui sont efficaces. C'était Bernard Liot, un des premiers à avoir inventé ce type de dispositif pour le Soleil, pour étudier la couronne solaire, et puis depuis, on l'a adapté donc aux étoiles. Et le dernier point, c'est les algorithmes également. Il y a énormément de post-traitement qui est réalisé, donc, et ça, j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus, sur quels algorithmes on peut utiliser pour passer d'images brutes dans lesquelles on est complètement dominé par le halo de l'étoile centrale et arriver à faire ressortir et à détecter des objets qui sont très très ténus, que ce soit des planètes ou des disques dans ce halo. Donc on a progressé sur ces deux aspects à la fois, des aspects technologiques et des aspects traitement de données. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de nouvelles découvertes de disques dans ces dernières années, disques de débris ou disques protoplanétaires, comme les images que tu as montrées avant, Pierre. D'accord. Ici, je montre une autre image que tu m'avais aussi envoyée, donc d'une autre étoile avec un disque. Alors pour le coup, un disque qui ressemble pas du tout à un disque, d'ailleurs.
Ah oui, donc ça c'est un des disques les plus célèbres d'ailleurs, surtout à Grenoble où l'Institut de planétologie a fait beaucoup d'études sur cette étoile. Elle s'appelle Beta Pictoris. Et effectivement, ça ressemble pas beaucoup à un disque parce que en fait on le voit par la tranche celui-ci. En général, l'essentiel des autres disques était vu plutôt avec une inclinaison un peu plus grande, soit de dessus directement, comme le cas des sillons qu'on voyait avant. Et ici, donc quand on le voit par la tranche, en fait, on a l'impression de voir un pinceau, quoi. C'est quelque chose un trait. Et, euh, et ce disque, il est particulier parce que on a trouvé plusieurs planètes. On en a trouvé une en 2000, c'était en 2008, la première, qui s'appelle Beta Pictoris B. Donc, et là, c'est les deux petites imagettes qui sont en bas, c'est des images donc, de cette planète qui se trouve à l'intérieur du disque, en fait. Et puis, ce qui est intéressant sur ce disque-là, c'est, j'expliquais avant qu'on est capable de voir les indices de la présence de planètes dans les particules de poussière. Et bien là, en fait, on voit très bien que ce disque, il n'est pas symétrique. On a une bosse du côté droit, en haut du disque côté droit, et puis une bosse à l'opposé en bas du disque côté gauche. Et ça, en fait, on avait pensé dès la fin des années 90 que c'est sans doute dû à une planète qui orbite qui a une orbite qui est un peu inclinée par rapport au plan du disque. Et donc, ça entraîne les particules de poussière elle entraîne cette planète, les particules de poussière vers elle, et donc a tendance à créer ces deux distorsions. Et en fait, la planète a effectivement été découverte une dizaine d'années plus tard, donc c'était vraiment la preuve que étudier les petites particules de poussière, c'est effectivement efficace pour arriver à détecter des planètes plus massives qui orbitent dans le disque. Et là, les animations que tu montres en dessous, là, c'est donc en fait, on a pu avoir des images de cette planète à différentes époques et on la voit passer derrière l'étoile, notamment sur l'image, la vidéo en bas à droite. Elle se rapproche de l'étoile, elle passe derrière et elle réapparaît de l'autre côté. Donc on a pu comme ça remonter à l'orbite de cette planète. Alors du coup, j'ai une question de Lionel toujours sur exactement sur ce sujet-là. Est-ce que toutes ces planètes qu'on a, dont on a décelé la présence indirectement avec ton travail et celui de tes collègues, notamment les sillons dont tu parlais tout à l'heure, les résonances, les lacunes qu'on peut trouver dans les disques de poussière, les inclinaisons de disques de poussière comme ici. Est-ce que ça a pu être confirmé par des techniques de vitesse radiale qu'on a vu la dernière fois ou de transit planétaire qu'on a vu la dernière fois, technique habituellement utilisée pour détecter des exoplanètes? Est-ce que ce que tu fais, est-ce que la poussière autour d'étoiles peut devenir une méthode de détection indirecte d'exoplanètes avec des perfectionnements? Oui, alors c'est une question très intéressante. Alors, je vous ai montré l'exemple de Beta Pictoris où effectivement là il y a eu une confirmation. Alors la confirmation elle est venue par des images directes, pas par des techniques de vitesse radiale. Souvent, en fait, ces disques de poussière ils sont vus pour des séparations qui sont relativement grandes, environ une cinquantaine d'unités astronomiques, une trentaine par exemple dans le cas de la ceinture de Kuiper dans notre système solaire, et souvent même plus, jusqu'à une centaine d'unités astronomiques. Donc détecter des planètes qui sont sur des orbites aussi grandes, c'est assez difficile par d'autres méthodes indirectes comme les transits dont tu parlais Camille, ou voire les vitesses radiales, parce que pour ces techniques-là, il faut attendre que la planète ait fait un tour sur son orbite pour être sûr vraiment et avoir un signal, obtenir vraiment une période entière, que ce soit par exemple en vitesse radiale. Donc là, si on est à 100 AU, 100 unités astronomiques, si on doit attendre une période, ça veut dire attendre plusieurs centaines d'années. Donc c'est assez difficile. Donc, par contre, là où on peut essayer de les confirmer, c'est en utilisant la technique d'imagerie directe, qui, elle, permet de détecter des planètes à des séparations qui sont relativement grandes de leur étoile, comme c'est le cas par exemple sur ces images. Encore faut-il, pour arriver à le faire, que ce soit des systèmes, donc des étoiles qui soient relativement jeunes. Parce que dès que le système est plus âgé, dès qu'on est à 1 milliard d'années, voire plus, la détection par imagerie directe, là, on a encore du mal parce que ces planètes, elles deviennent très très peu lumineuses. Donc il y a quelques problèmes techniques, mais on va y arriver. On améliore de plus en plus nos instruments, donc on essaye vraiment de confirmer ces indices par l'imagerie directe. Si je résume, donc pour des planètes qui sont relativement proches de leur étoile, on va plutôt utiliser par exemple la méthode des vitesses radiales
qui permet en quelques jours de les voir faire un tour autour de leur soleil. Et puis si par contre elles sont très loin et qu'elles tournent très doucement, et bien là par exemple voir des sillons dans des disques permet de ne pas avoir besoin d'attendre que la planète fasse un tour, et donc là en fait c'est deux techniques qui sont complémentaires et qui permettent de les voir soit des lointaines, soit des proches, pour des systèmes soit vieux, soit jeunes. Exactement, exactement. Et en ce moment, l'essentiel des défis techniques, c'est justement d'essayer de pousser l'imagerie directe pour arriver à détecter des planètes de plus en plus proches qui orbitent sur des orbites de plus en plus petites, donc de plus en plus proches de leur étoile, de façon à ce qu'on puisse avoir un chevauchement en fait entre les différentes techniques, entre les vitesses radiales ou les transits et l'imagerie directe, de façon à vraiment pouvoir avoir des mesures complémentaires, par exemple de la masse des planètes, parce que quand on fait de l'imagerie directe, arriver à estimer la masse, c'est assez difficile. En général, on l'estime à partir de la brillance de la planète. Et ça fait passer par des modèles, c'est des choses assez dégénérées. Alors que si on fait si on détecte une planète, par exemple, avec des vitesses radiales, là, on a une mesure de la masse, et donc on peut valider ou non ces modèles. Donc, c'est des techniques tout à fait complémentaires. Et quand il y aura plus tard des télescopes encore plus gros, comme par exemple le LT, dont on parlera peut-être d'ici quelques minutes là, pour conclure, là, on arrivera encore à améliorer, à aller encore plus proche, à avoir une meilleure résolution angulaire. Alors, justement, avant de conclure sur la prospective, sur l'avenir, j'ai une question un peu grosse à te poser de Thibaut, qui te demande si la composition de ces disques est homogène par rapport à la distance de leur étoile, et si oui, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'ils en sortent des planètes différentes? Comment ça se fait qu'à partir de ces disques qui ont l'air de tous plus ou moins se ressembler, on obtient des systèmes planétaires tous différents en fait? Alors, la composition et les propriétés du disque, en fait, elles ne sont pas tout à fait uniformes. On a une dépendance à la distance de l'étoile. Quand on est très proche de l'étoile, on va avoir des poussières et du gaz qui est relativement chaud. Et puis, plus on s'éloigne, plus on a de la matière qui est froide. À certains endroits dans le disque, on atteint une température suffisamment froide pour que des espèces qui étaient gazeuses proches de l'étoile deviennent solides, se condensent et forment donc de la glace. Et donc on a par exemple ce qu'on appelle des lignes de glace. Donc par exemple au bout d'un certain moment, l'eau qui était sous forme de vapeur va se condenser sous forme de glace d'eau. On a la même chose pour le méthane, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone. Et donc pour les objets qui sont les plus loin, on a tendance à avoir plus de glace, et c'est pour ça que dans notre système solaire, on a des planètes qui sont glacées à grande séparation, alors qu'on a des choses rocheuses avec beaucoup moins de glace à courte séparation. Et donc ça, on constate exactement la même chose sur les systèmes, sur d'autres étoiles de notre Voie lactée. À ceci près qu'on voit des fois des planètes se déplacer au fil de leur formation. Une fois qu'elles sont fabriquées, elles font la malle et se rapprochent parfois de leur étoile. Exactement. On a également de la migration planétaire qui peut s'expliquer soit par la présence d'un disque, soit par des résonances entre plusieurs planètes. Et donc là, elles peuvent se déplacer sur leur orbite. Et donc, les propriétés qu'elles ont acquis au moment où elles se sont formées, par exemple, loin du disque, ensuite, elles pourront se rapprocher et éventuellement perdre une partie de leur atmosphère ou de leur glace qu'elles auraient acquis plus loin. Donc ça, c'est vrai que ça rajoute encore un degré de complexité à ça. Et ça se voit sur les disques que tu étudies, du coup, des sillons de planètes qui se sont déplacés? Alors, on n'a pas de traces de migration. En tout cas, sur les disques de débris que j'utilise, que j'étudie, il n'y a pas de traces de migration. Donc on constate certains disques qui ont des sillons, voire ou alors qui ont un bord interne qu'on pense qui est façonné par une planète, un petit peu comme dans notre système solaire où il y a l'orbite de Neptune qui vraiment va façonner le bord interne de la ceinture de Kuiper. Ça, on constate. On n'a pas par contre de traces de migration.
Je te remets ici l'image de Abe Urigae. Oui. Alors, je voulais justement mentionner aussi ce système. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de cette étoile qui s'appelle AB Auriga, qui a été. Il y a eu un communiqué de presse la semaine dernière sur ce système. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était intéressant peut-être de le mentionner. C'est donc un disque protoplanétaire, donc un disque très très jeune où il y a encore de la poussière et du gaz. Donc c'est l'étape. C'est avant l'étape de disque de débris. On a un disque qui s'appelle protoplanétaire avec qui contient encore la poussière et le gaz originel qui était dans le nuage qui a formé l'étoile. Et avec l'instrument Sphère, dont je vous parlais avant, qui est cet imageur installé à l'observatoire du VLT, on a pu obtenir des images de ce disque où on voit très très bien des bras spiraux, par exemple là sur l'image de gauche. Et puis, en faisant un zoom sur les parties les plus internes, en fait, on a remarqué qu'on a plusieurs bras spiraux. On a même et on a un endroit où il y a 2 bras spiraux qui semblent se rejoigner. Et ça correspond tout à fait à ce que certains modèles avaient prédit. Si on a une planète qui est en train de se former à l'endroit où ces bras se rejoignent et qui donc accréterait de la poussière et serait à l'origine de ce bras spiral. Et donc, là encore, c'est un indice de la présence d'une planète en formation dans un disque. Et donc là, la poussière nous renseigne là aussi sur la présence possible de cette planète. Ce qui est fou, c'est qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant des images aussi fines, aussi précises, aussi résolues de l'intérieur d'un disque protoplanétaire. Cette image est vraiment folle. Parce que là c'est pas une image d'artiste, hein, on est bien sur une image réelle. On est sur une image réelle, oui. On a donc c'est des images qui sont faites à 1,6 micron avec une longueur d'onde d'1,6 micron. Donc on a une très très bonne résolution de 40 millisecondes d'angle. Donc il faut savoir que 1 degré c'est 60 minutes, 1 minute c'est 60 secondes. Et puis nous on parle de 40 millisecondes d'angle. Donc c'est vraiment une résolution très très petite. Où on arrive à avoir des détails très très fins. Et en plus, ces images-là ont été obtenues en lumière polarisée, qui rend cette technique très très sensible. La poussière polarise la lumière et donc ça permet d'avoir un meilleur contraste d'obtenir une très bonne, de très bien imager en fait ces petites particules de poussière dans ce disque. Et si c'est vrai que c'est des images qui sont spectaculaires. Si je peux me permettre pour finir sur cette image, il y a 2 cercles sur la partie droite. Est-ce que tu peux juste nous préciser qu'est-ce qu'ils veulent dire ces 2 cercles qui ont été mis sur l'image? Oui, alors le cercle blanc qu'on voit au centre, c'est l'endroit où on pense qu'il y a une planète potentielle qui serait en train de se former. Donc c'est là où se joignent 2 bras spiraux. Et le cercle bleu qui est un peu plus en bas à droite, là c'est simplement pour marquer l'échelle et c'est l'orbite de Neptune dans notre système solaire. Donc ça donne un ordre de grandeur. On est à peu près, donc on a l'étoile qui est au centre de l'image et donc une planète en formation à une orbite qui est similaire à peu près à l'orbite de Neptune dans notre système solaire, donc à une trentaine d'unités astronomiques environ. D'accord. On est en train de voir vraiment un système en formation, des planètes en formation. Petite précision avant qu'on passe à la conclusion, on a Image Numérique qui te demande de... Bon, déjà, sais-tu peut-être préciser ce que c'est qu'une seconde d'arc pour ceux qui ne sauraient pas. Cette personne te demande si 40 millisecondes d'arc, c'est la taille d'un pixel sur l'image ou la taille de l'image. Non, c'est la résolution, donc c'est la taille du détail le plus fin qu'on serait capable de résoudre. C'est-à-dire que si on a 2 objets séparés de 40 millisecondes d'arc, on serait capable de dire ben là il y a 2 objets, c'est pas un seul objet. En pratique, nos pixels ils sont plus petits que ça. Dans le cas de cette image, on a des pixels qui font 12 millisecondes d'arc. Voilà, donc on peut mettre un peu plus de 3 pixels dans le détail le plus fin que l'on puisse voir. Exactement. Et donc, peut-être rappelle ce que c'est qu'une seconde d'arc pour nos viewers. Oui, donc on a donc un degré qu'on peut diviser en 60 minutes et chaque minute se divise encore en 60 secondes.
Donc pour donner un ordre de grandeur, la Lune fait à peu près 30 minutes. Et puis donc une seconde, on peut aussi dire qu'une seconde, c'est à peu près aussi la distance entre deux objets séparés d'1 mètre, vu depuis à peu près 200 km. Donc C'est effectivement, ça, on utilise les termes minutes et secondes alors que ça n'a absolument rien à voir avec le temps, même s'il y a quand même un lien, puisque 1 heure se divise en 60 minutes qui se divise en 60 secondes, et un angle d'1 degré se divise lui-même en 60 minutes d'arc, qui elle-même se divise en 60 secondes d'arc. Donc de la même manière qu'une seconde, c'est 1/3600e d'heure, une seconde d'arc, c'est un 3600e de degré. Donc on a 1 degré qui est tout petit, une seconde d'arc, c'est un 3600e de degré, et toi, tu regardes un millième de seconde d'arc. Donc tu regardes vraiment des détails qui sont extraordinairement fins sur la voûte céleste. Exactement, oui. Sachant que, je vous parlais en début d'émission de l'interférométrie, là, on est capable même d'atteindre les microsecondes d'arc en faisant de l'interférométrie. Donc c'est encore plus puissant. C'est-à-dire un millionième de seconde d'arc. Voilà. C'est extraordinaire. Camille, dis-nous tout. Eh ben, Julien, est-ce que tu es prêt pour la question d'ouverture ? Oui. Alors, c'est une question d'ouverture sur ton domaine et sur les autres domaines et sur l'instrumentation qui est liée, que je vais agglomérer avec 3 personnes. On a Christine, on a Lionel et on a la 3e personne, Béa, qui te pose des questions à propos de ça. Alors, on a une question sur l'avenir de tes techniques de travail. On a une question sur comment dire, sur la façon dont tu perçois ton travail, et une question sur les applications de ton travail. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu des progrès techniques qu'il va y avoir en termes d'instruments, en termes d'observation, en termes d'algorithmique ? Donc ça, c'est Lionel qui te demande ça. Ensuite, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des applications de ton domaine de travail sur d'autres domaines de la recherche ou des domaines de la vie quotidienne ? Et enfin, est-ce que tu n'es pas frustré par le fait de ne pas pouvoir aller tripatouiller dans tes nuages de débris autour d'autres étoiles ? Est-ce qu'il y a des laboratoires où ils tripatouillent des nuages de débris artificiels pour y comprendre plus, pour y voir plus clair ? Ouais, très bien, c'est des questions très très intéressantes. Pour commencer, pour les défis technologiques, donc il y a énormément de travaux en instrumentation qui sont faits en ce moment, notamment dans les laboratoires français qui sont à la pointe dans ce domaine, dans le domaine du haut contraste, de la haute résolution angulaire, pour arriver à construire donc des instruments qui auraient une résolution toujours meilleure et un contraste encore meilleur. Donc, je vous ai parlé de Sphère, il y a un projet d'upgrade, donc d'amélioration de cet instrument pour arriver à atteindre, à améliorer encore ses performances, notamment ce qui nous limite en ce moment, c'est qu'on corrige la turbulence à peu près toutes les millisecondes et c'est pas suffisant. Quand il y a beaucoup de turbulence, il faudrait qu'on aille plus vite encore, donc avec un miroir déformable qui fait plusieurs corrections, donc qui change de forme plusieurs fois toutes les millisecondes. Donc on travaille là-dessus en ce moment. Et puis ce qui va permettre aussi d'ici 5 ans normalement d'atteindre encore une précision meilleure, ça va être d'utiliser un télescope qui fera quasiment 40 mètres, 39 mètres, qui s'appelle l'ELT, l'Extremely Large Telescope, qui est situé juste à côté en fait du VLT, sur une petite montagne à côté qui s'appelle Cerro Armazones. Donc en ce moment, c'est encore un chantier. Tu peux d'ailleurs montrer, Pierre, la photo du site tel que je l'avais vu en décembre, la dernière fois que j'y étais. Donc on est en train de faire la construction, tous les travaux de construction civile. Mais normalement, d'ici 2025, le dôme sera terminé. Et donc, on aura un télescope de 39 mètres qui, là, va permettre, avec des instruments qui sont munis, là aussi, d'optique adaptative, d'atteindre une résolution encore bien meilleure, 5 fois meilleure que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc ça, c'est pour les aspects plus instrumentaux. Il y a des aspects aussi algorithmiques. L'auditeur avait mentionné également les aspects de traitement de données. Effectivement, il y a pas mal d'avancées qui sont faites dans ces domaines. On essaye d'utiliser des choses qui sont déjà appliquées
dans tout ce qui est traitement d'image, des techniques de machine learning, d'intelligence artificielle, de reconnaissance de forme, qui sont développées éventuellement pour d'autres applications, éventuellement qui viennent du domaine médical. Donc là, il y a énormément de travaux, c'est très peu exploré encore en ce moment. C'est également un domaine qui va beaucoup se développer. La deuxième question, c'était sur les applications. Oui. Donc pour reprendre ensuite les applications, en fait, il y a sur les disques de débris, il y a quelques applications quand même parce que donc je vous expliquais que je travaille pas mal sur la façon dont les particules diffusent la lumière. En pratique, ce domaine, il est également utilisé dans les sciences de l'environnement parce que quand on étudie la pollution, notamment par les suies, il y a certains détecteurs qui sont basés sur la diffusion de la lumière par ces particules de poussière, par ces polluants, dans l'air par exemple, mais dans l'eau également. Donc on essaye aussi de caractériser la façon dont ces polluants diffusent la lumière. Et donc on a quelques interactions avec des chercheurs qui travaillent dans ces domaines. Et ça me permet d'ailleurs d'aborder le point d'après, là, qui était si je suis pas frustré de ne pas toucher en fait des matériaux, et bien en fait il y a certains laboratoires qui vont analyser la façon dont les particules de poussière diffusent la lumière, et pour ça ils ont des protocoles expérimentaux, ils ont des lasers qui vont donc générer une lumière à une certaine longueur d'onde, ils ont des poussières, alors ça peut être des poussières quand ils ont été récoltées sur Terre, par exemple des cendres de volcans, du sable, et on va illuminer ces particules et on va regarder comment elles diffusent la lumière et voir si ça correspond ou non à ce qu'on observe autour des disques, si ce qu'on appelle la fonction de phase, c'est-à-dire la dépendance de la lumière en fonction de l'angle sous lequel on observe, est la même entre ce qu'on mesure en laboratoire ou ce qu'on mesure dans nos disques. Et donc on peut utiliser des échantillons terrestres, mais aussi on peut utiliser des poussières de météorites, par exemple, voire des météorites entières, faire le même travail. Et donc pour ça, on est en contact avec des gens qui travaillent plutôt sur des manips de laboratoire ou des gens qui travaillent sur le système solaire, sur les comètes. Il y a beaucoup d'études qui sont faites, notamment suite à Rosetta, pour essayer de comprendre les observations qui ont été faites par la sonde Rosetta autour de la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc il y a pas mal d'interactions. C'est un domaine qui touche à la fois donc aux mesures en laboratoire de diffusion de la lumière, au système planétaire, aux comètes, aux astéroïdes. C'est assez vaste et il y a encore beaucoup à faire. Donc pas de frustration. Pour mieux comprendre ces poussières. Donc pas de frustration. Pas de frustration du tout, non. D'accord. Eh ben, écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été présent avec nous pendant cette heure, pour nous avoir fait découvrir et fait plonger dans ces disques de matière autour d'étoiles jeunes ou vieilles, qui finalement toujours nous ramènent évidemment à notre propre présence autour de notre propre soleil, notre propre existence sur cette planète. On regarde toujours plus loin pour finalement regarder, pour finalement se regarder soi-même. Merci beaucoup, Camille, aussi d'avoir été avec moi. Oui, et puis merci au chat. Les gens te disent que c'était passionnant, que c'était fabuleux, et je pense qu'ils en veulent encore. Je vois des merci écrits en capital d'imprimerie. Et d'ailleurs, encore, gardez-les bien sûr pour les prochaines fois, mais vous êtes toujours au top. Et d'ailleurs, merci Pierre et merci Camille. Au passage, Julien, il y a aussi des réactions non seulement là en direct sur Twitch, mais aussi sur Twitter. Et sur Twitter, il y a des personnes qui te reconnaissent et qui disent: Julien Milly, c'est l'astronome qui nous avait reçus dans la salle de contrôle du Paranal en 2016 lors de Meet ESO. Donc il y a plein de gens qui ont un souvenir ému de toi et des interactions qu'ils ont pu avoir avec toi là-bas au Chili. Donc je les comprends maintenant, parce qu'on a vraiment passé un très bon moment avec toi. Et donc pour finir, merci à toi, merci à tous, et puis on se retrouve donc pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Alors attention,
très important. Vendredi, pour des raisons techniques, le live ne pourra pas se faire de 18h à 19h, mais une heure plus tard, donc de 19h à 20h. Donc on se retrouve exceptionnellement ce vendredi avec Yael Nazé qui va nous parler des étoiles géantes. Et on se retrouvera donc exceptionnellement à 19h, de 19 à 20h, pour parler de tout ça. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Un grand merci. Au revoir.